Merci de m'avoir conviée ce soir au milieu de vos merveilleuses activités dans cette galerie. Donc, je vais vous parler d'Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature en 2004, auteur célèbre du livre La pianiste, qui a donné naissance à un film de Michael Haneke avec Isabelle Huppert. C'est une gageure, car Elfriede Jelinek est un cas, si j'ose dire, assez impressionnant. Par son talent d'abord, qui est immense, c'est un auteur très prolixe, poèmes, scénarios, livrets d'opéra, pièces pour la radio, théâtre, romans, dont le Nobel a couronné, je cite, l'exceptionnelle passion langagière, et dont la singularité de l'écriture, la nouveauté du style, autorise une comparaison avec le Céline de Voyage au bout de la nuit. Cas donc impressionnant aussi par l'extrémisme de ses positions qui lui valent autant de louanges dithyrambiques que de rejets sans appel de la part du public. Ses perplexités, disons, sont à la mesure d'un certain nombre de problèmes qu'elle incarne. Les contradictions, voire les impasses qui se nouent chez elle entre la difficulté de son devenir féminin, pour parler comme Freud, et le destin d'écrivain qu'elle a su se donner. On pourrait dire aussi les équivoques présentes chez un écrivain témoin lucide du postmodernisme, branché avec avidité sur l'actualité, mais dont les textes ne cessent de hurler. Je lisais récemment, il y a 15 jours, un article sur elle, et le journaliste évoquait sa rage et la radicalité qui font d'elle une sœur en haine de son confrère Thomas Bernhard. Et de fait, je reprendrai une autre des citations de cette journaliste, plutôt négative, à vrai dire, c'est assez curieux. Alors, les turbulences de son époque, elle les interprète à partir d'une position d'intellectuelle très politisée, avec en toile de fond un féminisme très engagé. Elle se fait ainsi dénonciatrice implacable du passé nazi de l'Autriche, son pays, où elle est véritablement devenue la femme à abattre. Bref, c'est quelqu'un d'hyper provoquant, voire de sulfureux, bien qu'elle considère elle-même la façon dont on l'appréhende comme sur un relatif malentendu, j'y viendrai. La thèse que je voudrais esquisser est qu'elle nous enseigne, au sens fort que donnait Lacan aux écrits de Marguerite Duras, de façon exemplaire, sur la duplicité problématique du féminin, et cela concerne aussi bien notre époque que sa subjectivité individuelle, son être de femme et d'écrivain indissociablement liés, ainsi quand elle affirme elle-même qu'il n'y a pas, je cite, chez elle, de dichotomie entre la vie et l'écriture. Alors je vais réfléchir dans un premier temps sur le sens qu'on peut donner à son sentiment d'être, je cite, une femme scindée en deux, tel qu'il faudrait, je cite encore, voir de l'être sexuel et de l'être de parole qui l'emporte. Fin de citation. Ainsi, quand elle se décrit elle-même comme Ange Jelinek, cela renvoie, dit-elle, à deux choses qui ne vont pas ensemble, mais que j'associe de force, le mi-ange baroque et le mi-ange de la vengeance. Alors, je me fonderai sur les divers registres de son énonciation, de nombreux entretiens et bien sûr son œuvre littéraire, je ferai beaucoup de citations, pour tenter d'aborder cela à partir de quelques éléments structuraux empruntés au registre féminin du patou phallique, le réel du féminin non soumis à l'empire de l'ordre phallique, tel que l'œuvre d'Elfriede Jelinek, non séparable de sa vie, donc, offre l'occasion de le travailler. Cette approche par Lacan de la logique du féminin me semble permettre de saisir à la fois certains aspects du meilleur et du pire de l'époque où nous vivons, en tant qu'ils éclaireraient quelque chose des contradictions tragiques où Elfriede Jelinek dit se trouver prise. Le patou phallique pour le meilleur s'applique à elle comme écrivain contemporain, en tant qu'elle appartient à un monde social qui a fixé le réel, qui vit sur le savoir qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est à travers son rapport, en l'occurrence à l'écriture, que j'essaierai d'illustrer ce point. Mais le patou phallique convoque aussi du côté du pire, au sens où le monde contemporain se caractérise aussi par un mode spécifique du ne rien vouloir en savoir de ce réel. On pourrait parler de clivage, et à ce propos, Lacan mettait en garde contre l'idée, je cite Lacan, d'une nature antiphallique des femmes.
Le rejet des modes inédits de contestation de la loi phallique tels qu'on les trouve notamment chez les tenants des gender studies et chez certains courants du féminisme radical et dogmatique, à quoi se réfère Elfriede Jelinek, pourrait illustrer cet aspect-là. Elle s'impose donc comme un auteur du contemporain, par excellence, dont elle veut analyser les modèles collectifs, ce qu'elle appelle les protocoles sociaux. Si elle affirme avoir, je cite, la sensation de ne pas connaître la réalité et donc de ne pouvoir la décrire autrement qu'à travers ses reflets, fin de citation, elle se propose de, je cite, percer à jour les mécanismes du déferlement d'images, dans un registre qu'elle qualifie d'hyperréalisme. Dès ses premiers écrits, la découverte de l'univers de la société multimédia, du monde des vidéoclips, que son éducation hyper-élitiste et hyper-intellectuelle lui avait fermé, constitue la matière première de son écriture. Journaux, romans policiers, littérature à l'eau de rose, bandes dessinées, séries télévisées, faits divers, toute cette palette des lieux communs, je la cite, tout ce télescopage d'emprunts aux médias et à l'univers de la culture ambiante, proverbes, slogans publicitaires, citations, expressions de la langue de bois, à quoi s'ajoutent des références culturelles, idéologiques, fantastiques ou baroques, caractérise une écriture éclatée, fracturée, selon une technique de concassage ou de collage qui obéit à une sorte de logique de dessin animé. Je trouvais cette expression chez quelqu'un, je ne sais plus, je ne pense pas que ce soit d'elle. Cette virtuosité, cette fulgurance d'écriture repose sur un travail très formaliste et très expérimental sur la langue qui fait feu de tout bois pour casser les structures de la narration. Chaque mot est sculpté, travaillé à bras-le-corps, isolément ou par groupe, décomposé, déformé, recomposé, inlassablement en jeu de mots, calembours, anagrammes, néologismes, aphorismes, etc. Elle écrit « Je crois que je suis atteinte d'une véritable névrose de l'association. Dès que j'entends un mot, je dois aussitôt créer une allitération, une paraphrase, procéder à l'inversion de syllabes et de lettres, interchanger des syllabes. » Point de suspension. Donc, pas de distinction entre discours direct et indirect, pas de jeu énonciatif, mais un déroulé jubilatoire et grotesque, selon l'expression d'un critique, un mélange de genres brassés dans une rapidité de rythme, une cascade d'images, une sorte d'hyper-métaphoricité qui revient en fait à un écrasement de la métaphore au profit de la métonymie. Mais cela sans oublier une crudité et un humour ravageur. Je pense qu'on aura l'occasion, c'est très important cette dimension d'humour. Alors elle commente elle-même son style par ces mots, donc je cite « Je sais que c'en est trop pour le lecteur. Même mes amis me le disent, laisse un peu de répit à tes lecteurs. Mais je ne peux pas lutter contre cette impulsion. Il faut que mes textes aient cette densité, qu'ils soient excessifs. » Le flux narratif continu, la simultanéité des événements, se veut donc le reflet du monde qu'offre la télévision, l'univers d'Internet, du roman feuilleton qui constitue les mythes de l'époque. Il s'agit, dit-elle, de dénoncer les mythes, mais aussi le langage même des mythes, comment se compose le langage, et non seulement leur contenu. Elle montre un monde désubjectivé, où les personnages ne vivent pas, ce ne sont que des cadavres, dit-elle, qui s'agitent dans un univers d'images disloquées, des dépouilles, dit-elle encore, qui ne parlent pas, mais produisent des mots et des expressions dévitalisées, déjà figées, déjà usées. Un tel langage d'occasion, je la cite, qui constitue le matériau des textes, caractérise le mode de la condamnation par Elfriede Jelinek de la société du spectacle manipulée par les médias, machine à fabriquer des mythes, à cultiver l'uniformisation, à jouer le jeu de la mercantilisation universelle. Son œuvre reflète ainsi le malaise de toute une génération, l'échec d'une culture ravalée au rang de caricature, prise dans l'économie de marché. Par exemple, elle dénonce les consommateurs de musique dans La pianiste. Son travail d'écriture se veut au service d'un démontage idéologique des structures qui nous gouvernent, de la brutalité des rapports sociaux, des mensonges, de la falsification dans la sensiblerie. Par exemple, elle peint la trivialité et la pauvreté mentale de l'univers de Midinette qui régit les destins de Paula et de Brigitte dans Les Amantes. Mais cela toujours toutefois avec une énorme dose d'humour et de drôlerie.
Je dirais que l'œuvre d'Elfriede Jelinek peut, à bien des égards, illustrer ce qu'on peut dire de l'art contemporain, en tant qu'il relève de la logique de l'objet petit a lacanien, ça va entrer beaucoup de développement. En tout cas, un art qui est caractérisé par le franchissement de la barrière imaginaire du beau, un art du brouillage avec l'objet commun, de la non-séparation entre symbole et référent, de la perte du rapport métaphorique au sens au profit de l'ordre métonymique, on l'a dit, l'aléatoire, le bric-à-brac, le mélange des genres, la combinaison, la confusion, le jeu sur tous les registres des affects et des techniques, l'exhibition de l'intime, l'hyperréalisme, enfin, etc. On pourrait développer, c'est un énorme sujet. Et autres caractéristiques qui font soupçonner dans l'art contemporain un dénouage de un dénouage de ce qui mettait en place la structure phallique traditionnelle au profit d'un effet psychose. J'emprunte cette expression d'effet psychose appliquée à l'art contemporain à Marie-Hélène Brousse. Mon propos partira de l'ambivalence de l'écriture pour Elfriede Jelinek. Ce travail sur la langue est vécu pour elle comme un travail contre la langue. Elle écrit « J'ai été formée à l'école de la destruction. Mes textes ne cessent de hurler. Je me suis toujours demandé pourquoi le sang ne giclait pas davantage dans les textes de femmes. » Alors, comment aborder cette haine dont la langue est l'enjeu par excellence ? Je ferai l'hypothèse que ce qu'on peut mettre en évidence à partir de son histoire individuelle a des résonances au niveau de l'histoire collective. Alors, commençons par le versant Ange de la vengeance. Je voudrais tenter de dégager quelque chose de la folie féminine présente chez elle en lien avec son histoire. À propos de l'usage possible de la biographie en psychanalyse, Lacan écrit que ce qui importe, je cite, c'est le mode de présence sous lequel a été offert au sujet chacun des trois termes, le rapport au savoir, à la jouissance et à l'objet, où il a rencontré une jouissance qui lui était étrangère et aussi ce qu'il a été comme objet-cause du désir de l'autre. Alors il semble que le rapport premier, fondamental à l'autre, grand A, là où se noue son être de femme et d'écrivain, c'est le texte La pianiste qui en donne les soubassements. Elle écrit qu'à ce propos, c'est un ouvrage de facture encore conventionnelle et qui comporte une structure narrative. Et elle dit également de ce texte qu'il est très autobiographique, ce sont ses propres mots, et où j'ai été, dit-elle, aussi loin que j'ai pu, et qui donne au lecteur, je la cite encore, la possibilité d'aller se fourrer dans une souffrance de femme horrible au possible. Fin de citation. On connaît le sujet. Une pianiste qui a raté sa vocation de concertiste et qui est devenue professeure de piano au Conservatoire de Vienne vit, à 40 ans passés, totalement sous la coupe d'une mère hyper tyrannique, qui contrôle ses achats, surveille son emploi du temps, ses sorties, ses coups de fil, etc. La fille, désignée tout au long du roman comme une enfant, est littéralement, je cite, vidée de son sang par une mère vampire dont l'éducation est méthodiquement mise au service d'un principe de mort. Elle écrit « Toute parcelle où frémit la moindre vie est déclarée pourrie, puis sectionnée. » S'appliquant en partie à elle-même ce que décrit le roman, Elfriede Jelinek évoque sa propre éducation totalement insensée, c'est son terme. Cours de piano, de violon, d'alto, de danse qui se succèdent sans répit. Aucune distraction, aucune vie sociale dans cette enfance et cette adolescence, tout entière consacrée à l'étude, qui repose sur la mise en place, je cite, d'un système de surveillance orwellien, dont elle pense, je cite, qu'il était une façon pour ma mère de garder un contrôle total sur son enfant, prisonnière dans sa toile, même quand elle n'était pas là. Elle évoque, je cite encore, la brigade féminine qui a constitué sa constellation familiale et qu'elle qualifie elle-même de matrilinéaire, où le pouvoir entièrement maternel, dit-elle, était organisé autour d'une grand-mère maternelle, je cite encore, horrible, très autoritaire, dure et aigrie, véritable démon de la famille. Elfriede Jelinek est en tout cas fascinée par cette sorte d'idole toute puissante qu'était sa mère. Une force incroyable, presque surhumaine, je donne toutes ces séries de citations, un mur de béton, les pattes tentaculaires de cette mère araignée m'ont toujours ramené dans sa toile.
Je n'étais jamais d'accord avec elle, cela ne m'a pas empêché de rester collée à elle, comme la mouche plaquée contre le mur. » Fin de citation. Mais elle décèle le fond de folie chez sa mère. Elle dit « Il y avait quelque chose d'anarchique en elle. Elle est devenue totalement paranoïaque en vieillissant. » Dans la plupart de ses romans, on va le voir, c'est la constellation sociale qui décline des stratégies d'exclusion, d'appropriation insensée. Dans son cas, la logique de l'aliénation forcenée dans le dressage vers la performance prend la forme de la programmation d'un génie lié à un redoutable héritage. J'y reviendrai aussi. J'étais, dit-elle, écrasée par l'ambition artistique de ma mère. On peut lire une première nouaison de son existence de fille à la jouissance étrangère de l'autre maternelle dans 2 formules. Premièrement, ma mère ne voulait pas d'enfant. En naissant, j'ai fait sauter la famille telle une bombe. Et elle cite aussi ce que lui a dit un jour un ami, « Tu n'es jamais né », qu'elle commente par « la peur folle et indicible que je n'existe pas, que je n'ai pas d'identité ». Le ton est donné. Dans Les Amantes, où elle écrit, avec assez d'humour, « Souvent les femmes se marient ou périssent d'une autre façon ». Ou encore, « Les femmes se mettent à haïr leurs filles, oui c'est ça, et veulent qu'elles meurent de la même façon qu'elles, et le plus vite possible, donc il faut un mari ». Mais avant que la programmation par la mère, non plus d'un génie qui la compléterait, mais avant la programmation de la mort douce dans le mariage, il y a celle de la mort de l'enfant. L'infanticide est en effet un thème présent dans l'œuvre d'Elfriede Jelinek. Ainsi, dans Loust, la mère, une femme entièrement à la merci de la frénésie sexuelle de son mari, finit par étouffer son fils dans un sac en plastique. On n'est plus du tout, évidemment, ici, on n'est évidemment plus ici dans le registre d'une phallicisation de l'enfant, prise dans une logique freudienne de l'avoir de la possession phallique. D'ailleurs, elle dira aussi qu'elle était aussi le phallus de sa mère. Mais ici, c'est autre chose. Ici, l'enfant-objet réduit à un objet réel, un pur déchet. Elle fait apparaître en filigrane une figure de Médée qui constituera une référence explicite dans des personnages de femmes vampires. Ainsi, dans la pièce Maladie ou femme moderne, comédie burlesque, monstrueuse, qui met en scène des femmes empoisonneuses qui tuent leurs enfants pour les congeler et les manger un peu plus tard. Pour Loust, elle dit s'être inspirée de l'affaire Villemain. On se rappelle, petite notation, on se rappelle que Marguerite Duras avait écrit à propos de Christine Villemin, la mère du petit Grégory, l'enfant de retrouvé noyé, coupable, forcément coupable, alors même que Christine Villemin a été officiellement disculpée. Je notais ça simplement parce que je trouve que ça en dit long sur la relation fantasmatique à la mère. En tout cas, elle évoque explicitement le matriarcat, je disais, le terme est d'elle, qui a constitué sa famille totalement cinglée, dit-elle, où son père, brillant chimiste juif, était un malade mental qui a fini à l'asile. Un père totalement carent, elle décrit « Mon père n'avait pas été capable de me protéger de ma mère ». Au-delà de cette approche qui fait allusivement référence à l'échec de la fonction symbolique du père, qu'en est-il du monde social qu'elle entend traquer, c'est son terme, dans son œuvre? Si pour elle, la littérature offre une radiographie du système social. L'approche des relations hommes-femmes est assez impressionnante par sa noirceur et sa crudité. Les hommes incarnent de façon obscène et caricaturale le machisme le plus primaire. Sadique, violent, hypersexué, immature, incestueux, irresponsable. Ainsi, dans le roman Loust, qu'elle présente comme une sorte de pornographie sociale, signalant au passage, j'ai pas renoté cette phrase, mais éventuellement c'est pas inintéressant, signalant au passage que les femmes ne sont pas capables d'écrire de la pornographie. Bref, il y a donc dans Loust le patron, un industriel qui a épousé son ancienne secrétaire, laquelle fait figure d'exploité par excellence, d'exploité parmi les exploités. Le récit décrit les rapports de force au niveau des corps, l'appropriation sexuelle forcenée du corps de sa femme par le mari qui n'ose plus aller chez les prostituées à l'ère du sida. Voilà, c'est ce qu'elle écrit. Elle dit qu'il n'y a en fait que le roman pornographique au féminin n'est pas possible, car, dit-elle, il n'y a pas de langue féminine de l'obscénité. On va peut-être le commenter, c'est pas évident. Alors, dans Les Amantes,
Elle souhaite donner une version moderne très désillusionnée et très parodique de la jeunesse prolétarienne contemporaine. C'est par le prisme de l'univers du roman photo, je l'ai dit, qu'elle explore les déterminismes sociaux, psychiques, idéologiques de l'amour, entre guillemets. Derrière le modèle proposé par la presse féminine, elle montre la réalité du destin social des femmes soumises, lamentablement accrochées à un destin médiocre. Dans Les Exclus, le père, ancien SS sadique qui a perdu une jambe à la guerre, utilise sa femme pour faire des photos porno qu'il fait passer sur Internet. Il lui ordonne par exemple de jouer à la bonne dépravée. Mais il passe aussi son temps à la tabasser. Les images du social font ainsi émerger un couple constitué par l'homme dominateur, caricaturalement tout phallique, et la femme soumise, exploitée, prolétaire. Ce sont ces termes. La femme dont elle dit aussi qu'elle est objet, et elle dit « Nous regardons tout le temps par terre pour voir s'il n'y a pas quelque chose de nous à ramasser ». Femme servante, simple génitrice, avec un bémol toutefois. Elle n'est pas seulement, dit-elle, en place de victime, de sainte de celle qui souffre, fin de citation, elle se fait aussi compagne, soutien consentante et complice de ces lamentables héros. On a là la description sordide mais implacable d'un mythe, en effet, de la complémentarité des sexes. Mais quelle est en fait la fonction de ce mythe de la complémentarité des sexes ? Il est bien un reflet, elle ne cesse de le dire, du monde social. Il est le mode de la croyance, mais il est, selon moi, le mode de la croyance au rapport sexuel dont la fonction est de voiler le réel. De quel réel s'agit-il ? Quelle obscène et indicible vérité le mythe du rapport sexuel a-t-il fonction ici de recouvrir ? Non pas tant ce que dénonce le féminisme porté par les gender studies, et je vais y revenir, non que le non-dit de la toute-puissance, mais non pas tant ce que dénonce donc le féminisme, que le non-dit de la toute-puissance du maternel voilé derrière la réalité sociale patente de la domination masculine. Ce qui est recouvert par l'exhibition abjecte du pouvoir masculin, c'est en fait le versant tout phallique du féminin triomphant, tel qu'il trouve son actualisation spécifique dans le monde contemporain, illustrant la dimension de paranoïa moderne annoncée par Lacan. Essayons de justifier cette thèse du matriarcat social. Il faut prendre le thème de matriarcat au sens où elle évoque elle-même, je cite, « l'inquisiteur et le peloton d'exécution en une seule personne qu'État et famille unanimes reconnaissent comme la mère ». Olga Jelinek, sa mère, comme la mère de la pianiste, seule fixait la loi, dit-elle. Présence physique suscitant autant d'admiration que de terreur, on l'a vu, d'une énergie hors du commun, d'une efficacité redoutable, y compris pour assumer aussi la promotion de sa fille. Cette figure maternelle incarne la toute-puissance du phallus imaginaire qui se trouve du côté des femmes. Ainsi, à propos du couple mère-fille, Elfriede Jelinek écrit, je cite, qu'en fait, ce sont les deux faces d'une même créature double, la mère et la fille en tant qu'elle n'est jamais née et qui est toujours restée une partie du corps maternel. Fin de citation. En l'occurrence, la fille comme phallus imaginaire de la mère, comme elle l'analyse plusieurs fois avec beaucoup de lucidité, elle dit qu'elle fut investie phalliquement par sa mère et eut même pour celle-ci la fonction de fétiche, une fois qu'elle eut acquis la célébrité. Car qu'en est-il en fait du système social que déploient les écrits d'Elfriede Jelinek ? Qu'en est-il en fait du pouvoir social masculin tant décrié ? Ce qui ressort en réalité, c'est le caractère inopérant des figures masculines. Les figures paternelles sont carrément vouées à être mises au dépôt, c'est son terme. Ainsi, dans La pianiste, remarquable séquence d'un humour parodique très kafkaïen, le couple monstrueux, soudé mère-fille, je cite, deux harpies qui font interner le père, elle décrit donc ce couple monstrueux de deux harpies qui font interner le père dans la voiture conduite par le boucher. Je ne sais pas si vous avez en tête ce passage, il est extrêmement comique aussi, il y a énormément de dérision et de comique noir. Elle réévoque cet épisode dans ses entretiens parce que là, ça s'est exactement passé comme ça dans la réalité, dit-elle.
À défaut d'être déboutés de toute fonction symbolique, les personnages d'hommes font parade de leur puissance phallique, mais il ne s'agit que d'une boursouflure dérisoire et grotesque de bêtes sexuelles. Ce ne sont que de minables despotes, des brutes avinées, des tyrans domestiques, comme le père unijambiste ancien SS qui sera d'ailleurs massacré par son fils. Mari et amant sont réduits à n'être que l'instrument phallique de la puissance maternelle. Qu'ils soient explicitement au service sexuel des femmes, ainsi les figures de jeunes et robustes bûcherons à moitié abrutis par l'alcool, que sont l'Éric sur qui Paula a jeté son dévolu dans les amantes, ou l'autre Éric, objet de convoitise de la vieille et riche Madame Alshauser, lui-même sous la coupe d'une redoutable PDG, dirigeante d'entreprise, dans Méfions-nous de la nature sauvage. Dans Les Exclus, la belle Sophie, convoitée par les deux jeunes gens et qui les pousse au crime, je cite, se déploie telle une méchante plante carnivore. Si les hommes sont toujours finalement instrumentalisés par les femmes, celles-ci n'ont le choix qu'entre deux destins. Ou bien elles s'identifient à la toute-puissance maternelle, ou bien elles demeurent en position de fille, comme le dit Elfriede Jelinek, évoquant, je cite, la fixation à la mère qui vous maintient pour toujours dans l'état de fille. Fin de citation. Si dans leur fonctionnement en couple, les femmes ont mis en place à l'intérieur de leur territoire des formes de pouvoir très raffinées, fin de citation, en tant que filles, elles demeurent masochistement aliénées à une figure d'autre indestructible, projetée fantasmatiquement comme vampire. Notons les remarques lucides d'Elfriede Jelinek à propos de sa complaisance libidinale à sa mère. On est toujours deux dans un processus de ce genre, on reste bien accroché aux tentacules. Bref, d'ailleurs c'est à ce propos que la journaliste dont j'avais noté des citations péjoratives, elle écrivait elle décrivait son œuvre en évoquant un fatras mal digéré de douleur et de plaisir qui risque de se métamorphoser en rigorisme inquiétant, et elle parlait aussi de son moralisme masochiste. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais enfin cette dimension évidemment existe. Bref, l'ordre masculin réduit à la puissance imaginaire du phallus est porté par un univers matriarcal, celui des déesses mères des origines dont parle Freud dans le Moïse. Qu'il soit traditionnel ou qu'il prenne des formes nouvelles comme à notre époque, et très larvé bien entendu, il repose sociologiquement sur une position féminine de l'être correspondant à la tentation de s'arracher aux limites imposées par la loi phallique symbolique. On trouve un avant-goût de la version contemporaine de ce matriarcat dans l'apothéose du tout phallique imaginaire avec sa dimension paranoïaque, dans le nazisme qu'Elfriede Jelinek combat avec tellement de virulence. Féminisation des hommes derrière l'exaltation virile et logique sacrificielle à la déesse nature qui a pu alimenter tout un romantisme germanique de la grande mère nature. On peut lire dans Méfions-nous de la nature sauvage la dénonciation, c'est un de ses livres, la dénonciation du rêve post-moderniste bucolique d'une nature vierge originelle, non entachée par la loi des humains. Ce thème affleure aussi dans son dernier livre, Enfants des morts. J'ai cité ce qu'elle dit à propos des pères qui ne protègent pas contre les mères et le fait, dit-elle, qu'il manquait un pôle masculin dans la famille. Au-delà de ce néomatriarcat privé, l'œuvre d'Elfriede Jelinek se déploie dans le contexte spécifique de notre monde qui connaît des turbulences de l'ordre symbolique, marqué, dit Jean-Pierre Lebrun, d'une subversion sans précédent. Chamboulement des identités, perte des repères, dissolution de la transgression au profit des permissivités généralisées, etc. La fragilité anthropologique de l'opérateur symbolique, voire son ravalement, est liée, selon Charles Melman, au déclin d'un patrocentrisme, c'est son terme, au sens où, dit-il, je le cite, la dignité phallique qui fonde l'identité sexuée a disparu, est effritée. La nouvelle économie psychique qui définit les néo-sujets du monde contemporain est envisagée en termes de perversion ordinaire chez Jean-Pierre Lebrun, voire de psychosocial chez Melman, avec la résurgence d'un matriarcat larvé, où la métonymie maternelle, Jean-Pierre Lebrun, remplace la métaphore paternelle. Une telle loi maternelle totalisante, autant familiale que sociale, peut prendre des formes sournoises et doucereuses, dans ce que Michel Schneider désigne comme Big Mother sur le plan politique.
Elle repose sur l'autorité sans limite et sans interdit qui caractérise notre société du soin, de l'assistance, de la proximité, où prévalent l'affect, l'émotivité, ce que stigmatise non plus, non sans beaucoup d'humour, un auteur comme Philippe Muret. Mais une culture de la sensiblerie qui voile évidemment la crudité du réel qu'elle vise à dénier, sinon à forclore. Bref, on assisterait à la libération dans la modernité, au déploiement soft d'un néomatriarcat. Il implique une position féminine de l'être dont l'extrémisation peut aller jusqu'à s'affranchir de la loi symbolique, mais telle que ce patou phallique relève du pire, c'est-à-dire atteigne le point hors sens de la jouissance autre de la femme, sans passer par la mesure phallique. D'où la puissance maternelle avec son fond paranoïaque infiltré dans le jeu social qui fait le jeu des exigences du surmoi féminin. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une autre interprétation que propose Elfriede Jelinek. En naissant, elle dit avoir fait sauter la famille comme une bombe. C'est, dit-elle, propulsée comme une fusée à réaction, fin de citation, avec la haine comme moteur, qu'elle dit avoir noué son existence à la tâche d'écrivain. C'est en mettant son don d'observation incomparable et sa virtuosité d'écriture au service de la cause du féminisme qu'Elfriede Jelinek se propose de battre en brèche non seulement le conformisme bien pensant de sa culture, le passé nazi de l'Autriche, mais aussi les formes du mal et de la négativité que prend le monde contemporain. Si cette œuvre au vitriol peut enseigner sur ce qu'elle dévoile de réel sur l'époque, je voudrais tenter de montrer qu'Elfriede Jelinek, sur son versant d'écrivain politique et féministe, c'est elle qui se décrit comme ça, mais il y a un autre versant qu'on verra aussi, je voudrais montrer qu'elle se trompe en partie d'ennemi, ce qui alimente ce que j'appellerais un malentendu fondamental. On a vu qu'elle décrit en effet la domination sociale et sexuelle des hommes. C'est sur ce constat qu'elle va faire arrêt dans son engagement politique et intellectuel. Elle va sans cesse affirmer, je cite, que la société est en grande partie responsable des rapports de propriété qui règnent dans les rapports sexuels. Toutes les formes de violence s'expliqueraient, selon elle, par la domination masculine et l'ordre patriarcal. Dans un cadre fantasmatique qu'elle installe sur la scène du monde, elle campe des personnages sans identité, réduits aux structures du jeu social, exploités. Elle écrit « La sexualité se réduit à des rapports de force dans une économie de marché, l'impuissance des possédés, de ceux qui ne possèdent rien, commente-t-elle dans la postface de Lust. Plus radicalement encore pour elle, c'est la langue masculine identifiée au pouvoir phallocentrique qui est au cœur du combat. Un combat, dit-elle, entre matriarcat et patriarcat, une joute à l'épée. Elle dit aussi « Tout langage est langage du mal, car le sujet parlant est masculin. La femme n'a pu et ne peut s'y inscrire qu'avec un seul résultat, un échec horrible. » Fin de citation. Pour dire vite, j'emboîterai le pas à Serge Côté, qui dénonce, je cite, « le bricolage psychosociologique qu'opère à la fois le culturalisme, le féminisme, excessif bien sûr, il ne s'agit pas d'attaquer le féminisme, la sociologie type Bourdieu et tout ce qu'il appelle le politiquement correct, qui consiste à poser l'équation absurde, le terme est de lui toujours, ordre symbolique égale phallocratie égale violence virile, confondant par là fait de structure et fait de société. Cela dans la réponse qu'il fait au livre de Michel Thor, auteur de La fin du dogme paternel, qui croit voir dans le déclin du pouvoir patriarcal l'effondrement d'un pilier majeur de la psychanalyse dans une confusion du patriarcat et de l'ordre phallique. Le féminisme d'Elfriede Jelinek, dénonçant le pouvoir masculin, jusque dans la langue, s'inscrirait dans cette confusion entre universalité de la loi phallique, symbolique qui structure le langage, et imaginarisation fétichiste du phallus. On peut lui rétorquer que l'exaltation du phallus imaginaire que son œuvre expose avec maestria n'est pas l'apanage des hommes, mais que c'est justement le propre d'une société toute phallique qui met hors jeu le registre signifiant au profit de l'appel combinatoire à la jouissance à tout prix.
Alors qu'on peut poser que la guerre des sexes, qui n'est qu'un mode particulier de la croyance en l'existence du rapport sexuel, qui n'est pas que ça, mais qui est aussi ça, a pour fonction de recouvrir le réel, trou entrouvert par le savoir d'un réel de la femme pas toute phallique, dévoilé en son lieu de non-existence. Le matriarcat larvé, menaçant, a pour fonction de voiler le réel, à savoir la vérité à laquelle, comme le féminin, la vérité selon laquelle le féminin n'existe pas. Le triomphe du matriarcat est de rejeter l'inexistence de la femme au sens de Lacan, est de grand tabaret. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que le féminisme d'Elfriede Jelinek désignerait un point aveugle qui est aussi un point de ravage. Et cela aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ravage dont elle livre elle-même une clé quand elle se décrit comme une femme scindée en deux, scindée entre la parole et le sexe, et qu'elle affirme que c'est l'être de parole qui l'emporte sur l'être sexuel. C'est-à-dire qu'elle le vit comme un prix à payer pour une dette non honorée qui, dans son cas, concerne le problème de sa rupture avec la mère. Elle dit s'être sauvée de l'empire maternel au prix d'une grande violence. J'ai appris à sauter à temps du bateau, dit-elle, à quitter mon corps pour autre chose dont je ne saurais encore vraiment dire ce que c'est. Elle parle donc d'échec relatif quant à sa féminité. C'est l'être, elle écrit, c'est l'être sexuel qui peut faire naufrage. D'une certaine manière, j'ai renoncé à ma vie de femme. Fin de citation. Le naufrage serait donc lié à la difficulté d'inscription dans la loi phallique, l'accès à la circulation du désir dans l'ordre des échanges liés à la perte, au pouvoir de se faire objet dans le jeu amoureux. Le ravage qui se donne ici dans l'affect de rage, les mots de sang, de hurlement, témoigne de la violence de la haine pour la mère. Haine qui est rejetée, c'est ma thèse, et déplacée sur l'homme. Ainsi, dans le discours féministe, du moins dans sa dimension radicale et excessive. La haine de l'homme qui est souvent un déplacement aussi de... Enfin, ça ne se réduit pas à ça, évidemment. Donc la difficulté d'un devenir femme, pour parler comme Freud, elle la radicalise dans ses romans. Le personnage de la pianiste transgresse la surveillance maternelle dans des soirées passées à scruter les ébats des couples, dans les bois ou dans les sex shops. Voyeurisme, scarification au sexe, pratique masochiste qu'elle exige de son jeune amant. Mais la pianiste échoue, comme on le sait, à quitter la mère, et le livre se clôt sur le triomphe de la mère. Je cite, Erika sait dans quelle direction elle doit aller. Dans Les Exclus, Anna, qui est aussi pianiste, est une femme semi-muette et anorexique qui a, je cite, dans la tête des noirceurs d'actes d'une méchanceté absolue. Comment aborde-t-elle la part de son être aliéné à un autre maternel dont les dits surmoïques restent à jamais, comme l'écrit Lacan, réfutés, inconsistés, indémontrés et indécidés? L'identité féminine, en tant qu'objet sexuel, m'est assez étrangère, écrit-elle, évoquant sa propre enfance et son adolescence marquée de troubles sérieux, c'est elle qui le dit, où elle se claquait la tête contre les murs, souffrait d'hypermotricité, de paralysie, où elle passait une année entière cloîtrée dans sa chambre. Elle évoque les crises d'angoisse massive, tout ça c'est des citations, l'impression que j'allais mourir, paradoxalement la confrontation avec la mort lorsque s'est présentée à elle la possibilité de liberté lors de ses études. Le seul domaine où je pouvais échapper à ma mère était l'écriture de poèmes très érotiques, trahissant une sexualité réprimée, écrit-elle. Bref, elle se décrit comme un être rejeté, en marge de tout lien social, marqué d'une véritable phobie sociale, refusant toujours d'avoir une vie normale. Elle dit s'être mariée avec un homme Asperger qui n'exige jamais rien de moi. Restée une enfant sauvage, tout ça c'est elle qui le dit, elle affirme ne pouvoir vivre qu'à l'écart du monde, en retrait, la moitié de son temps chez sa mère jusqu'à la mort de celle-ci. Toujours je suis retournée chez ma mère. Je n'ai jamais réussi à me libérer d'elle, comme quelqu'un qui se tient au bord d'un gouffre, se sent happé par l'abîme, balance, puis s'y jette. J'ai déjà réussi à échapper à la folie, c'est immense. Pour le reste, le courage m'a manqué. Le courage, le désir de tout quitter, je le compense et le canalise par l'écriture. Fin de citation. Comment ne plus être la créature de sa mère? Elle dit avoir balancé entre le crime et l'écriture. D'ailleurs, le crime, c'est ce que le personnage masculin du livre Les Exclus accomplit en exterminant toute sa famille. Entre les deux,
prend place peut-être l'engagement féministe dont je voudrais, sans le réduire évidemment à cela, dégager une fonction qui porte aussi sur le discours social. Dans l'entretien, Elfriede Jelinek justifie l'infanticide du personnage de Loust en disant de la mère meurtrière, je cite, qu'elle détruit la seule chose qui soit plus faible qu'elle, son enfant. L'enfant doit mourir à la fin, dit-elle aussi. Il est le reflet absolu du père, la mère le voit bien. Fin de citation. Elle justifie la violence de sa propre mère au nom du fait que celle-ci n'avait pas pu réaliser son destin de femme. Elle dit « Elle n'était pas faite pour devenir mère, elle aurait dû faire carrière » et elle le répète plusieurs fois. Autrement dit, pour sa fille, la mère est avant tout une femme opprimée, une victime de la société patriarcale qui transmet à sa fille la charge de réussir à sa place, forcément sur un mode masculin. Selon ses propres mots, j'ai été fétichisée parce que je suis devenue un écrivain connu. Alors l'idéologie féministe, radicale et despotique, au même titre que le sociologisme, met en place un discours culturaliste du traumatisme de l'existence rapporté à un autre social cruel. À cette logique causaliste, manichéenne, la psychanalyse répond par l'inéliminable douleur d'exister qu'inflige la castration au sujet barré du signifiant. Elle répond par l'inéliminable dimension de négativité inscrite dans la pulsion. La répression, la normativation sociale ne saurait se confondre avec la structure du langage. Au nom des déterminismes sociopolitiques confondus avec l'ordre symbolique, comme on l'a vu, est annulée toute dimension de choix subjectif. La mère n'est pas responsable, c'est une victime comme sa fille. Est évacuée toute la dimension de mort inscrite dans le pulsionnel. Le mal comme donnée irréductible de la vie psychique est envisagé comme une violence de l'extérieur et qui plus est une violence qui a vocation de pouvoir être éliminée. Tous les totalitarismes reposent sur des lendemains qui chantent. Maudire les pères, dénoncer les mâles pervers comme responsables du malheur du monde en général et du malheur des femmes en particulier, et de tous les désastres engendrés par la société, politiquement aussi, cela a une fonction défensive, celle de protéger, disons de nouveau, contre le risque d'un dévoilement du réel. L'accusation haineuse des hommes, où s'alimente le féminisme radical, me paraît à ce titre illustrer une forme de ravage social qui consiste, côté mère, à protéger les mères, à maintenir le mère de la femme, le mythe de la femme, dans sa complétude. Innocenter Médée chez les mères, c'est entretenir fantasmatiquement leur toute-puissance de déesses intouchables, d'autres incastrables. Ce qui est original dans la pièce Maladie ou Femme moderne, c'est que les monstres féminins vampires ne sont pas des Médées, au sens où elles n'accèdent pas au statut glorieux, mythique du personnage de tragédie, ni au statut de vraie femme que leur accorde Lacan. Comme le fait remarquer le mari de l'une d'elles, je cite, « Quoi que tu fasses, tu ne deviendras pas une Médée, tu es et tu resteras une femme au foyer. » Exit la dimension démoniaque du surmoi qui pousse au crime, les femmes sont vues comme des sacrifiées au machisme ambiant qui serait responsable d'une corruption sociale qui s'étend au monde entier. Le débouché extrême de cette position n'est rien moins que la paranoïa d'une Valérie Solanas, féministe radicale, marginale, vivant dans l'underground américain dans les années 70. Elle avait, on le sait, tiré plusieurs coups de revolver sur Andy Warhol, mais avait été acquittée. Elle est l'auteure de l'ouvrage Scum, Society for Cutting Up Men, dont l'extrémisme viré au comique s'il n'était pas tragique. Il montre la logique féministe jusqu'au boutiste qui fait du masculin et de la paternité des accidents biologiques contraires à l'ordre de l'univers et qu'il convient donc d'éradiquer dans une solution radicale. La destruction pure et simple du sexe masculin par émasculation, forcée ou consentie, ce qui permettrait de restaurer un monde où le paradis est retrouvé et la rédemption assurée sur la férule d'une loi incarnée par une mère parfaite. Dans son outrance totalement délirante, cette posture de Valérie Solanas donne néanmoins une épure de la paranoïa du sujet moderne. Le texte est assez drôle presque, enfin, parce qu'elle évoque le fait que certains hommes pourraient librement, gentiment, gaiement aller dans des maisons pour se faire émasculer. Enfin, c'est assez inouï, enfin, dans son extrémisme. Alors, passer outre à l'ordre phallique, c'est d'abord pour une fille tenter follement de devenir femme par identification à la femme toute, en faisant l'impasse sur un mode forclusif de la sexualité de la mère.
Je renvoie aux analyses indépassables de François Perrier sur la paranoïa féminine, envisagée comme impossible affrontement à la féminité, impossibilité pour une fille de, dit-il, symboliser le trou dont elle vient et qu'elle porte aussi en elle. Au-delà de l'imaginarisation, c'est très imaginaire évidemment, cette théorisation de la féminité repose sur une logique qui correspond à l'obligation pour une fille d'occuper la place d'un lieu vide qui définisse une part de son identité, la nécessité de s'identifier à l'incomplétude de la chose. De S. de Grand Tabaret. Pour parodier le titre de la pièce « Maladie, femme moderne », on pourrait évoquer le ravage comme une approche de la féminité sur le mode d'une maladie sexuellement transmissible. Cela par opposition à la féminité comme transmission de rien. Une transmission de rien qui est exigée pour chaque fille dès lors qu'il n'y a pas de signifiant du féminin pour l'inconscient. Cette transmission paradoxale correspond à l'inscription côté femme dans le tableau de la sexuation, c'est-à-dire à l'inscription sur le mode du patou phallique. Mais une fois qu'une fille a traversé l'épreuve de la castration par la loi phallique avec la mesure qu'elle introduit. Cela aux antipodes, bien sûr, de la démesure paranoïaque du matriarcat. Alors, à partir du cas d'Elfriede Jelinek, il me paraît possible de dégager les enjeux de la bascule dans le registre du féminin patou-phallique autour de la rupture, à la fois partielle et radicale, avec la mère. Cette rupture, elle va l'accomplir en devenant écrivain. Elle écrit « C'était une façon de me soustraire au pouvoir de ma mère. Disposer du langage, puisqu'une autre personne disposait déjà de moi, était une nécessité. La fragilité de mon enfance a certainement beaucoup contribué à ce procédé d'écriture. Lorsqu'on grandit au beau milieu des catastrophes, les parents, la folie, sans trouver de sécurité nulle part, alors lorsque l'enfant a conscience de ne pas être venu au monde, alors il faut bien faire quelque chose, forcer un autre accouchement, forcer les mots pour accoucher de ce qu'ils ont dans le ventre. Ce serait une compulsion à l'accouchement que je n'ai jamais connue. » Fin de citation. Donc devenir écrivain, non plus en s'emparant du phallus du père, je la cite encore, mais en traversant l'espace de la masculinité liée symboliquement à l'ordre phallique. Avec ce préalable, comme elle le dit très bien, parce que dans les quelques, je ne vais plus être très très longue, mais je vais essayer de vous montrer qu'en fait, elle théorise très très bien tout un lacanisme, en étant aussi à côté de la plaque, me semble-t-il. Alors, elle dit très bien que, je la cite, pour pouvoir accéder à la parole, la femme doit se donner une identité masculine, mais aussi positivement, on va le voir. Alors, on n'a plus affaire, évidemment, à ce moment-là, à l'en-deçà du phallus psychotisant du matriarcat, mais au patou phallique par quoi le féminin se conquiert au titre d'une vacuité. C'est encore une folie en quelque sorte, puisqu'on fait l'impasse, on est au-delà du phallus. Mais c'est une bonne folie qui caractérise tous les créateurs, hommes et femmes. Ce n'est pas que féminin. En quoi, de nouveau, nous enseigne-t-elle si fortement sur ce processus ? Comment passe-t-elle de l'ange exterminateur, écrivain féministe et politique, porteur d'une épée flamboyante, à l'auteur méditatif qu'elle revendique d'être avant tout et qui est lié à son rapport à la langue. Elle note ainsi comme un regret « Jamais on ne s'est arrêté sur la façon dont je travaille la langue. Écrivain engagé, dit-elle, et pourtant, mais ce qui m'intéresse, c'est d'inventer une méthode pour y parvenir. » Et elle se définit d'abord comme, je cite, quelqu'un qui se voue entièrement à la langue, qui saute à pieds joints dans la rivière des mots et qui se regarde faire. Interprétons, quelqu'un qui, en tant qu'écrivain, va occuper la place féminine du vide et de la jouissance supplémentaire dans le tableau de la sexuation. Non sans quelques équivoques encore. L'écriture demeure pour elle une arme, l'échapper par la haine. Citation. Il s'agit pour elle de structurer cette agressivité dans un combat qui vous vide. Il faut donc tenir compte de cette fureur résiduelle qui réside d'une libération seulement partielle de l'orbe maternel pour aborder la folie positive, créatrice, impliquée dans le procès de l'écriture. Alors, je partirai je vais passer sur quelque chose. Elle écrit, à propos de la littérature, il y a des textes qui gardent leurs secrets, ceux de Kafka par exemple, c'est moi qui l'ajoute, tandis que les miens ne cessent de hurler. Chez moi, le voile du secret est constamment déchiré. Et elle dit cette chose étrange, j'accumule tout
tout un éboulis de mots pour qu'on ne me fasse rien. Alors la réponse est d'abord une protestation, ce qu'elle appelle un acte de subversion du langage masculin inscrit dans le fait même de l'écriture. Elle écrit « Comme je n'ai pas de langue qui me soit propre, je ne peux que déformer la langue de l'homme jusqu'à la caricature pour l'obliger à dire la vérité, même si elle s'y refuse. » Fin de citation. Et selon elle, les femmes ont pour seule ressource, je cite, de tourner en ridicule cette langue masculine, de détourner de façon subversive, de s'en moquer. On l'a vu dans son approche féministe, ce que j'ai appelé un malentendu fait qu'elle envisage la langue comme une prérogative des hommes, porteuse de l'hégémonie masculine. Le phallique, toujours réduit à sa dimension imaginaire, un savoir et un pouvoir à disputer aux pairs. Certes, elle pourrait trouver appui dans sa thèse dans la réalité historique de la langue allemande nazifiée. On sait qu'on a reconstitué toute une langue à partir... il y a des travaux magnifiques là-dessus. Mais l'extrapolation qui l'a conduit à faire d'un avatar singulier, sinistre de la langue allemande son principe structural et à méconnaître la structure d'aliénation signifiante commune à tous les êtres parlants, hommes et femmes à égalité, pose problème. Pourtant, dans le même temps, elle témoigne d'une extraordinaire intuition quant au statut d'exclusion des femmes de la langue. Elle évoque l'asocial du féminin comme échappée, ce sont des termes qu'elle emploie, exception, déportation, détournement, qui tiennent à un défaut d'être. Voilà ce qu'elle écrit. La femme n'a pas le statut de sujet qui est l'apanage de l'homme. La femme n'est pas un sujet à part entière. Le jeu féminin est toujours multiple, à la différence du jeu masculin, qui est un sujet interchangeable. Il est très difficile pour une femme de dire « je ». On croirait lire du Lacan. À ceci près que pour lui, insistons-y lourdement, l'exclusion de la langue n'est pas liée à l'asservissement des femmes, mais définit la position structurelle propre au féminin. Ainsi, de nouveau, il ne faut pas se tromper d'ennemi. La position psychanalytique du féminin n'est superposable ni au féminisme, ni en ce qui la concerne à son histoire singulière, comme elle le dit lucidement. Elle écrit « Un tel déficit de subjectivité est sans doute davantage dû chez moi à la forte domination de l'instance maternelle. Souffrir beaucoup donne l'impulsion d'écrire et de sublimer cette souffrance. » Fin de citation. Je voudrais soutenir pour ma part qu'elle aura su ne pas transformer en agression, comme elle le dit, mais en création, ce qui est sa position féminine du patou. Et cela en occupant dans l'acte d'écrire une posture de dessaisissement subjectif qui est d'abord vécue comme dangereuse, vertigineuse même. À propos de la démence de ses parents, elle dit « C'est peut-être cette même folie que je côtoie dans mon écriture. Je parviens tout juste à me maintenir au bord, j'ai toujours un pied qui dérape dans l'abîme. » Alors je voudrais pour terminer soutenir que son travail contre la langue est avant tout un travail sur la langue, sur la part indicible de la langue. Bon. Alors, comment se définit pour elle, se définit comme elle le dit, quelqu'un qui se voue entièrement à la langue? Alors d'abord par une position de non-subjectivation, d'effacement. Elle évoque, je cite encore, l'écriture du moi absent, d'un jeu sans jeu. Elle se situe elle-même comme, je cite, « les écrivains qui ne sont pas chez eux dans la langue. Seuls m'intéressent ceux qui connaissent la vulnérabilité du moi, ceux qui disent tout ce qui les traverse en écrivant, qui, lorsqu'ils écrivent, ne sont plus vraiment eux-mêmes. J'écris dans un état de transe stimulante, intermédiaire entre la veille et le sommeil. L'écriture est aussi, dit-elle, connaissance précise de la vie qui abrite l'absence d'un moi. Elle repose, ça c'est moi qui commande, sur un renoncement à toute maîtrise, et elle le dit, à la maîtrise de la langue. Elle écrit « On n'est plus maître de sa propre langue. Écrire, dit-elle, relève de l'inconscient. Le texte entraîne à sa suite celui qui écrit. Écrire devient alors un processus qui ne se déroule plus dans la conscience. Je n'écris plus, mais quelque chose m'écrit et me regarde devenir écriture. La langue qui n'est pas mienne ouvre un nouvel horizon de signification dans lequel je m'engouffre. Moi et ma langue. » Alors l'écriture est aussi inséparable d'un renoncement au pouvoir. Elle dit que l'écrivain court ainsi dire après sa langue. La langue est comme un chien en laisse qui tire celui qui le tient. Et elle renvoie, ce qui est tout à fait intéressant,
à un écrivain qu'elle aime beaucoup et qu'elle cite souvent, qui est Robert Walser, un écrivain suisse avec lequel elle se sent beaucoup d'affinité, au même titre que Kafka. Elle dit de lui « Il est pour ainsi dire une femme, l'homme le plus dénué de pouvoir qui soit. » Fin de citation. Ce qui illustre que pour elle, écrire est, dit-elle, un acte de servir. Ou encore, c'est moi qui commente, de s'abaisser. Elle dit de Walser, je cite encore, qu'il est aussi bas que les fleurs. Et elle précise que ce n'est pas du tout au sens d'un abaissement humiliant ou masochiste, mais c'est, dit-elle, pour comprendre le mécanisme de la domination en tant qu'écrivain. Je soutiendrai que cet abaissement, cette humilité est la condition pour opérer le déplacement par quoi, se désubjectivant, le sujet accède à l'au-delà de la signification du côté du réel. Elle écrit « J'ai tenté de trouver un procédé d'écriture qui détournerait le langage existant. Sa visée est d'accéder à, je la cite encore, un langage du sens premier, par des procédés d'écriture qui caractérisent, qu'elle définit elle-même comme pure dénotation, par opposition, toujours c'est elle qui dit tout ça, au métalangage. Elle dit « Je dénonce le caractère mensonger de tout métalangage. » Je vais passer un peu, j'ai presque fini. Je joue avec les mots, j'inverse les lettres, etc. Je ne peux pas réfréner ce besoin compulsif de jouer avec les mots. Je laisse. Elle ajoute que ce jeu avec la langue est un jeu dangereux, car la langue est tout. L'écriture est comme un chien en laisse, elle a déjà évoqué cette expression, mais qui peut aussi se retourner contre vous et vous sauter à la gorge. Alors, en effet, un tel rapport à l'écriture est alors vécu comme un danger. Elle parle de terreur et on pourrait, je pense, évoquer une mauvaise rencontre avec le réel. Elle se définit elle-même comme, je cite, une femme de décombre, celle qui ramasse encore et toujours les débris. L'impensable, il faut l'exorciser dans l'écriture comme par une sorte de conjuration du sort. Ou encore, chez moi la réalité ne peut plus être cernée, elle se fragmente dans la langue et les particules ainsi produites sont remixées jusqu'à ce qu'il en ressorte une image véritable dans sa fausseté. L'objet encombrant récupéré dans une montagne de détritus. En effet, pour elle, revendiquer une écriture de l'extrême, c'est ce qu'elle dit, qui outrepasse les bornes, qui va jusqu'à la frontière de ce qui est possible, tout ça c'est elle qui le dit, c'est atteindre le fond de vacuité et d'inhumanité de la réalité humaine, les détritus, les éboulis qui résultent de la pulvérisation de la langue. N'est-ce pas à sa façon à elle de dire un bout de réel, ce réel qui fait le fond de vacuité de l'être, le non-sens et la cruauté du déploiement de la pulsion de mort, ce qu'elle identifie, selon son expression, à l'anéantissement mécanisé de l'être humain, au mal qui est inscrit dans l'humain, ainsi quand elle dit « je ne vois que le mal ». Dans les enfants qui se disputent un ballon, je vois le reflet monstrueux de leurs parents et qui font de même ce qu'ils sont eux-mêmes. On est donc légitimé de faire une lecture qui va au-delà du sociopolitique et de voir dans son approche réductionniste, dans son travail de cristallisation, ce sont ces mots, ce qu'elle vise dans l'écriture, c'est la découverte d'un savoir qui fait horreur. L'épure de son être de mort pour le sujet parlant, son statut d'objet petit a, elle évoque le squelette, les lambeaux de chair accrochés à l'ossature. De sorte que quand elle évoque ceux qui sont dans l'œil du cyclone, les trous noirs de la langue, on peut penser que ce ne sont pas tant les exploités pris dans les rapports de force, en l'occurrence les femmes, je ne dis pas encore une fois que ça n'existe pas, mais on ne peut pas le réduire à ça, que ceux qui, comme elle, en position pas toute phallique, s'exposent à ce réel. Des écrivains comme Kafka, Walser, Handke ou elle-même. Toutefois, ces écrivains, qui connaissent, dit-elle, la terreur, tentent désespérément de déconstruire cet effroi en positivité. Elle écrit « Ces auteurs savent que tout est sombre, mais ils tentent désespérément d'orienter les choses dans un sens positif, une manière de s'assurer que le monde existe en affirmant qu'il est beau. Ce sont des textes qui savent qu'en cheminant, ils vont inéluctablement vers la mort, mais se retiennent à tout ce qui pourrait être beau, comme quelqu'un qui, chutant dans l'abîme, se rattrape encore à une branche ou à un buisson. Ainsi, finalement, fin de citation, l'outil de combat, le travail de la langue, contient un principe d'apaisement et de bonheur qui permet d'occuper une position esthétique, voire mystique. Elle revendique d'être mystique. Elle se revendique, je disais tout à l'heure, comme un auteur contemplatif.
Je termine. De sorte qu'au-delà de la position dangereuse de désubjectivation, l'écriture, pour elle, qui veut dire l'innommable, c'est l'expression, est une jouissance exceptionnelle. Elle évoque le jeu quasi physique avec la langue, la possession de la langue pour elle-même, son rapport très libidinal au langage, tout ça c'est elle qui parle, cette capacité, alors là c'est moi, commune aux écrivains, c'est elle qui parle de nouveau, de nous adonner à une sorte d'ivresse érotique dans l'acte même d'écrire, état à mi-chemin de l'ivresse sexuelle, de la transe, de la connaissance et de la jubilation sémantique. On est vraiment tout à fait dans le tableau de la sexuation, être rien et éprouver une jouissance exceptionnelle. Donc cette jouissance qui est aussi inhérente à l'essence, et pour elle inhérente à l'essence musicale de l'écriture. Le matériau signifiant avec ce qu'elle appelle le langage du sens premier, on peut tenter de le définir à partir du concept de la langue, en un mot, proposé par Lacan. La technique de montage qu'elle impose relève avant tout d'un procédé très musical. Elle écrit qu'il travaille le son et la sonorité de la langue, et c'est par quoi elle tente de retrouver, je la cite encore, la forme apprise de la musique, le rythme. C'est ce qui fait, selon elle, je cite, la différence entre le langage de l'opprimé, direct, sans métalangage, un aboiement animal, lointain, et ce à quoi elle parvient, la forme compliquée, des lambeaux de textes étrangers à ma langue surgissent toujours, ça et là, s'emparent d'elle, et en transformant, et excusez-moi, c'est d'elle, une citation, et le transforme en rythme. Je voulais mettre l'accent sur le rythme. Je termine. Ainsi, l'incessante formalisation esthétique, je la cite, qu'est pour elle l'écriture, lui permet à partir de ces lambeaux de chair accrochés à l'ossature de constituer un nouveau jeu de langage musical, grâce à quoi, dit-elle, ces textes tiennent debout et ne se fissurent pas. Fin de citation. On peut faire l'hypothèse que cette consistance relève du registre signifiant et qu'elle est d'essence paternelle. Elle théorise d'ailleurs ainsi les choses. Avec ma langue musicale, je m'arroge un métalangage auquel normalement je n'ai pas droit, et elle dit aussi « Je suis le père de ma langue maternelle. Il me faut lutter pour conquérir cette parole paternelle, ce pouvoir phallique de la parole. » Ou encore « La femme doit se faire homme pour devenir un être de parole. » On aurait envie de lui dire « Ben oui ». On pourrait suggérer, au-delà de sa propre interprétation des choses, qu'avec l'écriture, elle arrive à conjoindre le registre maternel féminin du patou phallique et le registre paternel masculin de l'ordre phallique qu'il faut traverser parce qu'il est la condition de l'émergence d'un système signifiant nouveau. Comme si l'écriture avait pu aussi la mettre hors de portée de la mère, puissance matriarcale, en la rapprochant de son père, instance symbolique, un père qu'elle admirait pour son sens de la langue, son esprit, son ironie, son goût de la satire. Ainsi, la femme doit se scinder en deux pour pouvoir parler, dit-elle. Certes, mais cette division est un privilège et non pas un handicap. C'est parce qu'elle a vocation d'occuper la place du patou phallique en s'identifiant à S de grand tabaret, c'est-à-dire au signifiant du manque dans l'autre, au trou dans l'autre symbolique, qu'une fille accède au féminin, ce féminin qui préside à la création et que Lacan aborde par le biais de la poésie. Sachant qu'à cette position du féminin du côté du patou dans le tableau de la sexuation, il y a des hommes qui y sont aussi bien que les femmes, selon Lacan, notamment les mystiques, ajoutons les créateurs. Je dirais, pour conclure, non, je suis désolée d'être si longue, notre époque en crise à son corps défendant, avec ses ruptures douloureuses, ses fêlures, ses errances, repose bien sur le postulat implicite qu'il n'y a pas de complémentarité des sexes. Le patou du féminin en témoigne, c'est un effet du réel qui est le corrélat de la mise en cause du patriarcat que l'on doit bien, effectivement, au féminisme et à tout ce qu'a pu apporter la psychanalyse, la philosophie, etc., dans notre monde si contesté. Je vous remercie, je suis désolée d'avoir été un petit peu... Éviter comme ça rapidement de déplier 2-3 points qui me paraissent, et des questions aussi qui me paraissent vraiment fondamentales, notamment, je trouve, la relation qu'il y a entre Jelinek, l'écrivain, et Duras. C'est vraiment à plusieurs moments, vous y avez fait allusion,
Et je trouve que c'est tout à fait vraiment important, enfin, ce rapprochement. Bon, c'est pas la même structure, c'est pas la même histoire, c'est absolument pas la même femme non plus. Hein. Enfin, il y a une mère dans les deux cas. Et pourtant, oui. Ce qui est, je trouve, vraiment passionnant, c'est la façon à quoi vous aboutissez, c'est-à-dire être le père de la langue. Et pour Duras, c'était aussi une façon de se mettre en position de fondateur, quelque part. Il y a une mise en position à travers l'écriture, d'être à l'origine. Oui. L'origine, c'est un mot important, c'est capital. D'être à l'origine de la production littéraire, enfin, et même d'une nouvelle langue, on pourrait dire, pour Jelinek. C'est-à-dire vraiment d'accoucheuse d'une nouvelle langue. C'est là où elle fait se conjoindre. Dans le fantasme, je trouve, le père primitif et la mère, et la mère toute puissante, en fait, qu'elle conjugue les deux. Bon, vite dit, c'est vite dit, mais il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Alors, quelque chose que je trouve extraordinaire dans ce que vous avez réussi à dégager par rapport à Elfriede Jelinek, c'est sa très touchante et son incroyable effort presque surhumain de séparation de la mère grâce à l'écriture, avec l'écriture, par l'écriture. Voilà. C'est vraiment s'arracher. Ouais, je trouve que le terme est là, c'est s'arracher de cette jouissance qui la tue dans le réel, réellement, qui la bouffe, qui la dévore, grâce à l'écriture, qui opère grâce à laquelle elle tente une séparation. La question que je me pose, puisqu'apparemment il y a une réussite de ça, c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle réussit ? Oui, d'où le fait que pour certains, elle ne réussit pas trop. Alors, le prix Nobel lui a été accordé. Mais... Oui, mais moi je trouve qu'il y a des... c'est discutable, ça fait point de discussion, je trouve. J'ai envie de le dire comme auteur. C'est-à-dire que comme auteur, elle réussit, puisqu'elle est nommée dans le... Elle a son nom, elle se fait un nom, comme Duras d'ailleurs. C'est bon. Alors, la question c'est pas facile, parce que ça peut donner lieu à un vrai débat. C'est-à-dire qu'elle jouit, elle est elle-même prise dans la langue, comme étant en jouissance de cette langue, mais elle atteint une jouissance autre, qui n'est plus la jouissance obscène. Justement, de la mère, et avec cet aboutissement à la partition musicale. Je trouve cette maîtrise de la musique. Voilà. Bon. Et elle se donne une loi, parce que tout d'un coup, elle retrouve dans cette, comment dirais-je, métonymie incessante, ce fleuve des mots dans lequel elle pourrait tout à fait partir comme objet, c'est-à-dire être charriée comme un débris, c'est-à-dire partir avec le fleuve. Elle emploie quelque part le mot de torrent d'ailleurs. Voilà, le torrent, je reprends ce terme que vous avez dit. Elle pourrait tout à fait se barrer là-dedans, c'est-à-dire être prise elle-même dans ce mouvement corps et âme et y passer. Alors qu'elle arrive comment dire, avec la musicalité, à se doter, à retrouver une loi fondamentale, j'allais dire minimale, qui organise cette musique, et ne pas s'y perdre. Je veux dire, ça, je trouve ça vraiment... Anne, vous arrêtez-moi parce que... Non, je suis tout à fait d'accord. Je vous laisse je trouve ça tellement passionnant que je trouve... bon, alors après, je voulais... proposer, faire l'hypothèse, à partir de ce que vous avez dit, faire l'hypothèse que cette langue sur laquelle elle travaille, tout en s'y attaquant, parce que elle travaille sur la langue, contre la langue, c'est l'attaque de la langue, je dirais que grâce à ça, la langue serait son objet, de la même façon qu'elle a été l'objet joui de sa mère. Voilà. Et qu'à travers la langue, en fait, elle opère un retournement, c'est-à-dire elle passe en position active, et qu'elle met la langue comme objet, comme son objet, comme ce chien qu'elle tient en laisse, exactement comme elle était la chienne de sa mère.
Moi, j'ai envie de dire ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est une interprétation, bon. Mais elle ne s'arrête pas là. Non, elle ne s'arrête pas là. C'est ça qui m'intéresse, voilà. Parce qu'elle en passe par là. Je pense qu'elle fait cette traversée. Voilà. Oui, elle en passe par là. Et c'est là où je dis qu'il y a une performance. Il y a quelque chose d'assez impressionnant. C'est qu'elle pourrait s'arrêter là. Et que non, justement. C'est-à-dire qu'elle arrive à aboutir à autre chose, à faire le passage. Hein, du côté justement d'une jouissance autre et de ne pas s'arrêter à la jouissance obscène. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à faire ce passage. Voilà. La jouissance à l'écriture. Voilà. Oui. Hein, exactement. Et non pas jouir de la langue. Voilà. Exactement. C'est-à-dire non pas que la langue reste son objet, mais que la langue la conduise. Oui. Et je trouve qu'elle accepte d'être conduite. C'est intéressant. Elle accepte d'être conduite. Oui. Et c'est ça que je trouve magnifique. Tout à fait, Comme Duras disait, parce que c'est ça, la question, c'est le « ça parle » de Duras. Duras disait « ça parle ». Je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça me vient, mais les mots m'arrivent. Oui. Les mots m'arrivent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission de Pivot en 84, quand elle avait eu le Goncourt après l'amant. Elle était interviewée par Bernard Pivot, et elle disait les mots m'arrivent, ça m'attaque si vous voulez, ça me prend, c'est magnifique parce que mais elle dirait tout à fait ça aussi. C'est ça, voilà. Et je trouve, c'est pour ça que le lien entre Duras et Jelinek, je trouve vraiment à plusieurs moments assez fort, notamment avec l'affaire Grégory aussi, le pointage que vous avez fait sur la mer et sur ça en dit long en effet sur j'étais un peu long sur la mer, mais elle en parle tout le temps. Enfin, je dirais, on va avoir une suite. Bon, je dirais que c'est un meurtre. Voilà, c'est un meurtre de la mer. Elle y arrive. Je à pense peu près. qu'elle arrive. Oui, en tant qu'écrivain, elle y arrive. Elle y arrive. Oui, ça, et Duras disait, ma mère, je l'ai mis dans les livres. Voilà, je lui ai fait la peau, je l'ai mis dans les livres. Pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve quelque chose. Je pense à ça, j'ai fait référence parce que voilà. Alors moi, je suis très, c'est ce que j'en extrais. J'ai envie d'en extraire ça. Bon, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit pour moi, avec lequel je suis tout à fait d'accord sur se tromper de cible à un moment donné, c'est-à-dire justement de s'attaquer, de prendre ce point d'innommable et d'innommé, hein, du trou du féminin comme une servitude, c'est-à-dire comme une impuissance à laquelle elle serait elle-même soumise. Mais que bon, et elle arrive à la transe. Voilà, elle arrive quand même à la transe, c'est-à-dire à être parlée, à accepter cette comment dirais-je, d'être sujet, enfin, en tout cas, non plus, d'être uniquement objet, mais d'être parlé, d'être traversée justement par la langue, et d'être conduite. Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce passage de la langue qu'elle pourrait pouvoir maîtriser. Voilà. En rivalité avec son père, rivalité phallique avec le père, et là, c'est vrai que alors, vous avez raison d'insister. Rivalité phallique avec le père, ou bien de se mettre en position de charcutière, entre guillemets, c'est-à-dire de charcuter la langue en jouissant, c'est-à-dire comme une bouchère. Avec sadisme, parce que... Voilà, elle a sadisé la langue exactement comme sa mère l'a sadisée. Elle échappe aux deux. Je pense que c'est très intéressant. Voilà. Alors, il me semble, en vous écoutant, c'est ce que je me dis qu'elle a. Et ça, c'est quand même d'où elle tire. Alors la question, on peut quand même se poser la question de savoir. C'est une énigme, comme pour Duras. Enfin, d'où elle tire cette... quand même. Parce que pour pouvoir arriver là où elle arrive, c'est-à-dire à pouvoir accomplir, pour moi c'est l'ordre de l'exploit, hein, un exploit psychique, je dirais, c'est-à-dire une oui, non mais effectivement, elle revient de loin. Voilà. Et ma question c'est bon sang. On pourrait se poser la question sur quoi elle s'appuie, c'est-à-dire on pourrait se poser la question même dans son inconsciemment, quels sont les signifiants qui lui ont permis de s'appuyer quand même. Voilà. Je trouve que pour moi peut-être que c'est toute la tradition juive, la culture juive de son père, parce qu'elle y revient après. Malgré tout, l'intellectualité qu'elle a, elle a dit on m'a traité, j'étais un animal de cirque. Mais en fait, grâce à ça, elle a une éducation hyper élitiste, mais quand même très intellectuelle. C'est formateur quand même, il en reste quelque chose. C'est ça.
Et je crois que la culture juive, c'est une hypothèse que je fais, l'intellectualisme juif de son père a peut-être... fait nom du père. Oui, c'est ça, parce que la question c'est ça, c'est la question du nom du père. Oui, sur quel... parce qu'elle est menacée de psychose. Voilà, mais voilà. Ça, tout à fait, tout à fait. Et il y a enfin bon, après je me tais, mais dans la musicalité, on entend la pointe mélancolique avec, comment dire, enfin, la pointe maniaque, je dirais, qui est dans ce flot, dans ce flux et ce jeu de mots irrésistible, qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Donc on entend le côté allitératif comme étant bien du côté déjà d'une musicalité à l'œuvre, tout à fait ce que Pommier pointe dans le Cantus-Serre, c'est-à-dire ce débridage du son, du son pur, qui n'est plus bordé par le sens à un moment donné. C'est-à-dire que ça saute. Elle est menacée de ça. Elle est menacée de ça. Et quand on lit d'ailleurs ses livres, on a l'impression que c'est un petit peu des associations libres. C'est dur à lire. Voilà. C'est pas évident. C'est quand même typiquement de la phase. C'est typique de l'accès maniaque. Tout à fait. Structurellement. Absolument. C'est la métonymie maniaque. Voilà. Sans point de capiton. Voilà, où la langue, je crois que c'est même Pommier qui dit ça, la langue engendre sa propre mère. Une espèce de pulsion invocante qui prend un sujet et qui le possède en fait, et dont on ne peut pas sortir. Et là, elle en sort. Voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Après, bon, alors c'est vrai que l'arrière-boutique analytique avec le phallus imaginaire, l'objet A, etc. Bon, je pense que ce qu'on peut dire peut-être, c'est que cette question du phallus, quand on en parle, nous, psychanalystes, c'est vrai que nous, on y va comme ça. Bon, j'ai envie de préciser quand même qu'il y a, il y a la différence qui est tout à fait importante et à ne jamais louper, mais que vous faites, entre le phallus imaginaire, fétiche. Voilà, le fétiche. Que combattent les féministes. Voilà, exactement. Et le phallus symbolique, qui n'est pas du même registre, justement. Voilà. Et que la confusion, elle se fait là. Je trouve que c'est un débat classique et bête, mais il est quand même important. C'est ça. Que le phallus de sa mère, c'est bien du phallus imaginaire dont il s'agit. C'est pas le phallus symbolique, c'est vraiment le phallus imaginaire. C'est-à-dire ce qui n'est pas détaché. C'est-à-dire l'aspect pneumatique, presque pulsionnel, bien sûr. Voilà. Et puis le pouvoir, tous les insignes. Voilà. C'est tout bête, en fait, je dirais. Bon. Alors, peut-être, on va peut-être faire réagir. Enfin, si vous voulez bien, si vous avez des questions ou des réflexions, des réactions. Elle ne parle jamais de Virginia Woolf dans qu'elle écrit pour les écrivains. Oui. Elle en parle des fois jamais. Je ne suis pas sûre. Vous faites des liens avec... Elle parle de Peter Handke, elle parle de Vert. Oui, effectivement, je n'ai pas rencontré, mais elle devrait. C'est vrai. Oui, elle devrait. Mais en tout cas, oui, ça me fait penser... Oui, certainement, non mais c'est sûr. La réflexion me fait penser que Virginia Woolf, comme Duras et comme Jelinek, avait un savoir, le savoir de l'inconscient, comme dirait Lacan, par rapport à Duras, elle sait. Tout ce qu'elle dit Duras, je le dis. Voilà, en gros. Voilà. Et c'est exactement ce que vous avez pointé chez Jelinek, c'est-à-dire qu'elle a un savoir, elle arrive structurellement à ce trou, à cet indicible. Je ne redis pas, mais vous avez très bien parlé de ça à la fin. C'est-à-dire qu'elle a ce savoir inconscient de la structure et qu'elle dit dans l'écriture, qu'elle dit elle-même. Voilà. Et Lacan disait de Duras, si elle sait, si elle se rend compte de ce qu'elle écrit, elle s'écroule, en gros. Mais, voilà. Donc, elle a ce savoir-là. Et Virginia Woolf, dans ses romans, met à jour, elle aussi, exactement de la même manière, dégage la structure. C'est-à-dire qu'elle écrit à partir de la structure. Voilà. Et elle invente ces personnages, d'ailleurs, je trouve que de façon extraordinaire. Si on lit Mrs. Dalloway, le personnage de Septimus, par exemple, est inspiré absolument de ses propres crises mélancoliques. Oui, tout à et fait. elle démonte, alors qu'elle n'a pas ce savoir-là, forcément. Elle décrit la crise mélancolique liée au deuil, liée à l'impossibilité de faire le deuil, justement. Evans, le héros, a perdu quelqu'un de très cher à la guerre, et c'est à la suite de ça qu'il déclenche ses crises.
Donc elle le sait, ça. Ce qui est génial, c'est qu'elle le sait. Hein. C'est qu'il y a la pointe du génie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sa mère l'a programmée pour un génie aussi. Peut-être que là aussi, il y a un point d'appui quand même. Et elle avait aussi un père très érudit. Voilà. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a Marguerite Duras, Virginia Woolf, c'est des femmes qui... On ne peut pas s'empêcher oui. Génial. Qui relèvent de problématiques qui se recoupent, qui ont des résonances. Voilà. Communes, je trouve. Ouais. Voilà. Donc, oui. D'autres commentaires ou réactions? Vous dites que le père était juif, chimiste, qui est mort fou. Oui. Est-ce que la mère était catholique? Oui, catholique, oui. Est-ce qu'elle était liée au milieu nazi Non, mais elle était d'un bon milieu bourgeois catholique, bien pensant, tout normal, enfin. Et ça a été affecté comment, ce mariage mixte? Il faudrait que je revoie ça, parce qu'elle en parle beaucoup du mariage de ses parents. Attendez que je vous dise pas de... C'était pas évident, je crois, comme mariage. Hein. C'était pas évident. Mais c'est pas ça qui a rendu sur le plan... Pardon? C'est pas ça qui a rendu le père fou, j'espère. Ah non, non. Mais le père était d'emblée étrange, enfin... Puis je vais me dévier de votre question, mais c'est étrange quand elle dit qu'elle a épousé un homme Asperger qui lui demande rien. Oui, qui lui demande rien. Elle reste du côté de quand même, elle épouse un homme qui ressemble à son père sur ce plan-là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais oui, mais vous posez une question intéressante parce qu'elle en parle, j'ai un peu oublié dans les entretiens dont je me suis beaucoup inspirée, entre autres avec Christine Le Cerf. Elle parle beaucoup de son père, du mariage. Au début, elle évoque beaucoup ça. Je n'ai pas revu pour ce soir, donc je ne sais pas vous dire, mais c'est pas rien le mariage de ses parents. Et la mère se fiche. Enfin, la mère était... J'allais dire, faire attention à ce que je veux dire, parce que je ne sais pas si le père était d'une famille très... Le père était d'une famille, tu me disais, d'une famille très importante sur le... Non, c'était pas des hommes politiques très... Il y a deux Gélinettes, il y a Gélinettes avec deux ailes, mais avec un seul aile, c'était pas la même famille. Mais il n'y a pas un Gélinet qui était un homme politique important? Très important, juriste. Un juriste, oui. Mais c'est de sa famille? Non. Non? Ah, d'accord. Donc, enfin, en tout cas, la mère était d'un bon milieu et je ne sais pas de quel milieu était le père. C'est toujours pas rien quand l'homme a un milieu, quand une femme épouse un homme d'un milieu inférieur. Je crois que c'est important dans ça pour elle. Enfin, il faudrait le vérifier. Bon, bien.